Bonsoir, bienvenue sur le live Studyrama Télé sur le thème des écoles d'ingénieurs post-bac et plus précisément du concours Alpha. Nous recevons ce soir Florence Dufour. Florence, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directrice de l'EBI et présidente du concours Alpha. Oui, depuis seulement 15 jours je suis présidente, donc c'est tout nouveau pour moi. Nous célébrons cette nomination avec vous. Luc Delaporte, vous êtes délégué général de ce concours. Concours donc Alpha qui regroupe 7 écoles d'ingénieurs. Avant de revenir sur la technicité et sur toutes les ficelles pour réussir ce concours, nous allons voir avec vous, Florence, un aspect plus général sur les écoles post-bac qui suscite un réel engouement. Alors il y a un chiffre quand même qui parle de lui-même. On manque en France de 10 000 ingénieurs diplômés par an. Vos écoles vont donc contribuer à pallier ces besoins. Mais avant cela, qu'est-ce qu'être un bon ingénieur ? Un ingénieur, d'abord, c'est quelqu'un qui résout des problèmes technologiques, techniques, scientifiques. Donc c'est quelqu'un qui va avoir une large culture dans ce domaine-là et qui, la plupart du temps, a un domaine de spécialité qu'il va adresser un peu plus particulièrement et qu'il va même explorer à travers des missions de recherche dans le courant de sa formation. Et donc c'est quelqu'un qui est un peu à l'inverse du commun des mortels, qui aime quand un problème se pose. Parce qu'il va justement chercher à le résoudre, et chercher à le résoudre, s'il est un bon ingénieur, dans une vision globale, dans laquelle est présent l'homme et l'humanisme, de manière très forte. Donc c'est quelqu'un qui est très concerné par les problèmes de société. On y reviendra sur la préparation du concours, où il y a des éléments de culture générale. C'est quelqu'un qui est préoccupé des autres, qui est préoccupé également du progrès, et qui va s'efforcer de résoudre des équations difficiles. Et dans notre siècle, elles ne manquent pas, puisqu'il y a l'équation alimentaire, de la suffisance alimentaire, il y a l'équation du développement durable, il y a l'équation du bon usage du numérique qui impacte beaucoup nos vies, et le concours Alpha adresse tous ces problèmes-là de manière collective. Donc, ne pas avoir peur de la technique, mais au contraire plonger dedans pour aller apporter des bienfaits à l'espèce humaine. C'est ça un ingénieur. Alors, il y a des thématiques que vous avez abordées. Ce sont les 7 écoles du concours Alpha. Quelles sont-elles et quelles sont les spécialités qu'elles proposent ? Alors, le concours Alpha, c'est Green and IT. Alors, on va essayer de préciser ce que ça veut dire, parce que le IT, commençons par là, c'est tous les métiers du numérique. Donc, pour ceux qui veulent en voir toute l'étendue, il y a d'excellentes études, par exemple celle du Syntec, qui permettent de voir l'étendue de tous ces métiers. Ce n'est pas que l'informatique, mais c'est aussi la logique, le numérique, la communication, la sécurité, les télécommunications, et donc tous ces aspects qui impactent notre travail au quotidien, mais aussi la manière dont la société évolue. Donc ce numérique, il est adressé par 4 écoles du concours, qui sont 3IL, les FRAY, les CIGETEL, mais également le SIEA, chacune avec des petites spécificités, l'une qui va être sur la manière de contrer les pirates informatiques, l'autre plus sur la télécommunication. Donc là, il faut retourner vers les sites des écoles pour voir ces subtilités et pouvoir voir celle qui a le plus d'écho chez le jeune. Et puis il y a le volet green, et là le volet green est proposé avec 3 approches extrêmement complémentaires. Une approche qui est liée à tout ce qui est bâtiment, construction, éco-construction, matériaux, qui va être représentée par les ITC à Caen. Une approche qui est liée à l'agriculture, métier de l'agroalimentaire, et avec un très fort support des chambres d'agriculture, donc un très fort support technique et professionnel, comme le Syntec l'apporte aux autres établissements, qui est représenté par les CITPA. Et puis bien sûr l'école que je dirige, le BI, qui adresse les métiers de la santé, de la pharmacie, de la cosmétique. Et donc en transversal sur ces 3 écoles, la question de l'environnement, de la protection de l'environnement, de l'empreinte carbone, de l'empreinte eau, de la bonne gestion des ressources naturelles est vue de manière parfaitement transversale dans le pôle green du concours. Donc pour ça, nous sommes donc dans des métiers de croissance,
dans des métiers où il y a également beaucoup de polyvalence qui est nécessaire et où justement la place de l'homme doit être regardée et doit être préservée au milieu de cette petite planète. Mais c'est bien loin de ce qu'on va appeler la vogue du développement durable ou de la vogue de l'informatique. Il ne faut pas imaginer des bons de métiers suivis de périodes de récession. Un ingénieur, c'est quelqu'un de polyvalent. Sinon, on n'est pas école d'ingénieur. Ça, c'est global au niveau français. Alors justement, la question de l'insertion professionnelle revient régulièrement. Une question qui vient de Maritain, qui nous demande, est-ce qu'à la sortie de vos écoles, par opposition aux écoles des classes préparatoires, post-classe préparatoire, est-ce qu'on a la même insertion professionnelle? Est-ce que les recruteurs font la différence parmi vos diplômés? Entre des écoles qui seraient à prépa ou des écoles à post-bac, moi je crois que chaque école a son vivier et ses grands classiques. Il y a des parcours qui sont interdits quand on est issu de certaines écoles d'ingénieurs. Si on vise les 5 plus grosses écoles d'ingénieurs post-prépa, par exemple, c'est assez compliqué d'aller s'intégrer en PME. Donc c'est un parcours qui est difficile. Ou alors la PME, on la crée. Dans des écoles post-bac, la parité d'insertion grand groupe et PME est respecté, ainsi que le parcours entrepreneuriat. Donc en revanche, il est assez rare d'avoir quelqu'un qui va diriger une entreprise du CAC 40 issue d'une école post-bac, ou alors il a complété son parcours par un master en grande école de commerce. Donc il faut regarder ces éléments-là de façon globale en fonction de qui on est et du service qu'on a envie de rendre à la société. Pour l'insertion, toutes les écoles d'ingénieurs font très bien, puisque leur médiane de durée de recherche d'emploi est inférieure à 2 mois. Donc là-dessus, pas de souci, le diplôme d'ingénieur est vraiment une garantie anti-crise, avec des salaires qui sont passés devant ceux des écoles de commerce et de gestion il y a 3 ans maintenant, salaire d'embauche, et vraiment une médiane de recherche d'emploi qui est très faible. Donc nous ne nous comparons jamais sur ces points-là entre nous dans le monde des écoles d'ingénieurs. En revanche, si cette jeune fille a envie de diriger une boîte du CAC 40, eh bien, on lui souhaite le courage de faire sa classe préparatoire classique, de préférence une MP étoile. On va lui dire ça. Alors MP étoile, précisez. Donc une classe préparatoire MPSI suivie de MP étoile, et puis là, eh bien, elle va avoir le choix entre quelques 4 écoles qui permettent d'aller diriger les boîtes du CAC 40. Donc nous, c'est pas véritablement notre objectif, bien qu'on ait des anciens dans des entreprises du CAC 40, mais qui vont être à des fonctions technologiques. Par exemple, le responsable qualité de Nestlé France, c'est un ancien de l'EBI, et on pourrait trouver de nombreux exemples de ce type-là. C'est une fonction technologique, c'est pas une fonction de gestion. Donc voilà les différences qu'on va pouvoir observer. Donc ça dépend de son ambition et de ce qu'elle a envie de travailler au quotidien. Dans nos écoles, elle va avoir une dimension technologique forte et éprouvée et appréciée des recruteurs. Autre question qui est assez récurrente, quelle différence existe-t-il entre les écoles généralistes et les écoles spécialisées ? Alors dans les écoles généralistes, c'est une spécificité française. Dans une école généraliste, vous y arrivez si vous avez fait des maths et de la physique et des maths et un petit peu de calcul informatique et algorithmique. Il faut donc avoir laissé tomber d'une certaine façon la chimie et la biologie. Alors je ne trouve pas ça tellement raisonnable, puisque ce sont 2 sciences tout de même assez intéressantes pour le XXIe siècle. Et dans une école de spécialité, eh bien, il va y avoir un assemblage beaucoup plus large de sciences, avec toujours une dimension d'application qui est présente dès le démarrage, dès la première année et pendant 5 ans, et qui va soutenir l'effort de l'élève pour aller justement investiguer quelques problèmes ardus en maths et en physique. À chaque fois, on va les lui présenter, mis dans un contexte, rendu utile, rendu attractif, pour qu'il puisse ensuite l'utiliser de manière efficiente. Donc une école de spécialité, elle va présenter un champ d'application
le plus souvent assez large. On ne va pas appeler une école de spécialité quelqu'un qui s'occuperait uniquement de faire des suppléments nutritionnels. C'est pas ça, une école de spécialité. C'est quelqu'un qui va adresser la question en général de la filière alimentaire, depuis le champ jusqu'à l'assiette, et de manière globale au niveau international. Ça va être une école de spécialité. Ou bien les questions du numérique, dans leur globalité, qui vont être adressées. Et à chaque fois qu'on va faire des maths et de la physique, eh bien, on va avoir des exemples d'applications qui soutiennent l'effort tout au long des 5 ans et qui soutiennent le projet. Donc ce qu'on ressent, nous, dans les écoles alpha et dans les écoles post-bac de façon générale, c'est que de devenir un spécialiste, ça a beaucoup de sens à l'étranger. Il y a certains pays comme l'Allemagne, où on ne trouve du travail que si on a une spécialité précise qui démontre une expertise et qui a été tissée pendant au moins 3 ans. Donc, quelqu'un qui est diplômé d'une école généraliste va avoir beaucoup de difficultés pour s'insérer dans un marché d'emploi allemand, par exemple. Parce qu'on n'arrive pas à le cerner. Il peut tout faire, mais dans le fond, où est sa spécificité? S'il ne l'a pas bâti au sein de son école, il va avoir des difficultés. Donc dans l'ensemble, il y a cet élément-là, et donc nous, ça nous amuse de voir que moins on fait de science en nombre de matières, plus on est généraliste, on trouve ça un petit peu rigolo, et il n'y a qu'en France où on appelle ça comme ça. C'est très curieux. 2 mots sur la construction du cursus. On va revenir pour savoir comment intégrer vos écoles. Mais 2 mots sur le parcours, puisque le cursus ingénieur n'arrive qu'au seuil des 2 années de prépa intégrée. Comment ça se construit? Est-ce que c'est vraiment un schéma aussi drastique que les écoles préparatoires, que les classes préparatoires, pardon Est-ce que ça laisse la part à la vie associative? Est-ce qu'on peut faire plein de choses? C'est pas un schéma drastique. On va donner quelques chiffres qui viennent de l'Observatoire de la vie étudiante. Donc, sur une classe prépa classique, nombre d'heures travaillées par semaine, 60 à 65 heures. Donc, c'est facile de faire le calcul. 10 heures de travail par jour pendant 6 jours, plus 5 heures qu'on va positionner sur le dimanche. Sur une classe préparatoire intégrée, c'est pas 40, c'est 55 heures. Donc ça laisse 5 à 10 heures de vie supplémentaire pour travailler dans sa semaine. Donc une classe préparatoire intégrée, c'est un tout petit peu moins intensif, et en général, les écoles qui sont post-bac ont positionné toujours une année intensive dans leur cursus. Le plus souvent, c'est la 2e année ingénieure, qui va représenter effectivement des temps de travail similaires à ceux d'une maths spé, mais dans un moment où on est un tout petit peu plus mature et sans la pression d'intégration du concours. Donc ensuite, vous avez dit, on est en cycle ingénieur à la 3e année, on ne le voit pas du tout de cette manière-là. Pour nous, justement, l'intérêt d'être dans une école post-bac, c'est que le regard d'élèves de dernière année sur la première année, c'est un regard qui est fraternel, où dès la première année, le jeune est déjà un petit ingénieur qui va devenir grand. Et donc, il y a beaucoup de coopération entre les élèves, et pas seulement dans les associations, mais aussi pour les forums carrières, pour monter des conférences et des choses de ce type-là. Donc, d'entrée de jeu, tout le monde table sur le succès de ce jeune qui vient de rentrer. Et donc pour lui, c'est challengeant, et ça le fait se dépasser, et ça soutient sa motivation pour de temps en temps, effectivement, aborder des problèmes ardus de maths ou de physique ou de bio ou d'algorithmique. C'est une évidence que tout n'est pas forcément rigolo à apprendre dans les démarrages. Et donc, dans le corps professoral, cette chose-là joue aussi beaucoup. Tout le monde veut absolument emmener au succès et au diplôme ce jeune qui a choisi l'établissement et que l'établissement a choisi. C'est vraiment un choix partagé qui se fait justement au moment de ce concours. Ça veut dire que dans les premières années, vous favorisez les stages en entreprise, peut-être un parcours à l'étranger, enfin d'autres choses qu'un cursus classique de prépa? Oui, on peut. Des établissements ont mis en place, par exemple, un séjour à l'étranger obligatoire avec le carnet de bord qui va être tenu et explicité sur la base des différences culturelles. Les écoles vont, d'entrée de jeu, proposer tout le réseau des anciens pour faire le premier stage et laisser l'accès justement aux offres de stage dès l'entrée dans l'école.
Donc un élève de première année va voir dans la base de données ce qui est demandé sur un stage de fin d'études. Et il peut se dire, tiens, dans cette entreprise-là, si on cherche quelqu'un d'expérimenté pour, par exemple, la sécurité d'un réseau informatique, moi qui suis en première année prépa dans mon école, bien sûr que je n'ai pas la compétence pour aller faire 6 mois, mais je sais que cette société est préoccupée de sécurité informatique. Et je peux proposer d'aller y faire un stage court dédié à mon initiation à la sécurité. Et je suis sûre de faire mouche, puisque l'entreprise a démontré qu'elle était prête à prendre quelqu'un de plus âgé que moi dans mon école, parfaitement expérimenté pour faire cette mission. Et donc ça, c'est vraiment l'avantage du post-bac, c'est de voir effectivement cette projection dans les métiers à travers, pas uniquement une brochure, mais aussi les offres de stage et l'expérience d'élèves plus âgés. Beaucoup de compagnonnage et beaucoup d'entraide. Alors Henri nous pose la question de savoir pourquoi vous avez créé ce concours. Il est vrai que ce concours repose sur une particularité qui vous animait, du moins toutes les écoles à la base, c'était de pouvoir créer une fameuse passerelle entre les écoles que vous avez baptisée Passerelle Mosaïque. Dites-nous en plus, parce que c'est l'ossature même de la création de ce concours qui est allé après vers la création de ce concours commun de recrutement. Ben oui, alors on fait un petit flashback et on retourne 18 mois en arrière. Donc je disais que je présidais Alpha depuis 15 jours, mais l'idée initiale générant ce concours, effectivement, elle est partie d'une expression lors du congrès de la conférence des grandes écoles, où je m'interrogeais sur la possibilité de permettre à un élève suffisamment doué pour avoir intégré une école d'ingénieur post-bac de faire un parcours qui évolue au cours de sa première année. Et je me disais, c'est quand même dommage que quelqu'un qui a démarré, par exemple, dans le domaine de la construction ou de l'éco-construction, qui tout à coup a découvert des éléments qui sont relatifs au métier de l'agriculture, c'est dommage qu'il ne puisse pas bénéficier d'une passerelle et que, dans le fond, les directeurs des études fassent des barrières et lui demandent de repartir à zéro. Alors même que, dans le fond, il n'y a qu'un semestre de passé. Et il y a déjà beaucoup de matières qui sont en commun. Donc, en m'exprimant de cette façon-là, j'ai eu la surprise et même la stupéfaction de voir d'autres collègues, qui sont les fondateurs d'Alpha, dire « tu as parfaitement raison, et il faudrait qu'on le facilite ». Et donc, faisons-le, mais pour le faire, il faut quand même qu'on se garantisse du niveau de motivation et d'entrée qui soit compatible. Et donc, faisons-le en bâtissant un concours commun, dont l'objectif va être évidemment d'intégrer nos écoles, mais va permettre les passerelles. Et donc le concours Alpha est né pour permettre à certains élèves qui se révèlent au cours de leur premier semestre de faire des passerelles, et je suis sûre qu'il donnera des coopérations entre les directeurs qui se sont assemblés. C'est pas une histoire de créer un énième concours d'entrée. C'est pas ça. Ce qui est au cœur, c'est de permettre un parcours de passion et de spécialité qui soit riche et qui autorise des chemins de traverse au cours du temps. Alors il y en a un évident, première année, tout à coup, je me rends compte que j'ai d'autres aspirations, je vais voir mon directeur des études, je lui en parle, je serai bien reçu et je serai fléché vers l'école, une des 7 écoles d'Alpha. Et puis il y a le parcours qu'on voit plus lointain. J'ai été attirée par Alpha parce que c'était Green and IT, et au niveau de ma deuxième année ingénieur ou de ma dernière année, tout à coup, je me dis que je ferais bien, par exemple, de la bio et de l'informatique, ou bien de l'agriculture et du biomatériau. Tous ces éléments-là, on le sent comme tout à fait possible et fondateur de métiers pour la croissance verte et numérique. Alors Luc Delaporte, ce concours, le concours commun présente d'autres avantages pour les candidats, notamment celle de rassembler plusieurs écoles, certes. Et qu'est-ce que ça présente aussi comme avantage, je vais vous dire, en termes d'épreuves et de facilité pour les candidats? Alors déjà, c'est la mutualisation des
des épreuves fait que pour un candidat qui veut postuler plusieurs écoles du concours Alpha, il y a une seule candidature sur le portail APB, il y a une seule série d'épreuves écrites, et puis aussi en termes de frais de candidature, il y a un seul dossier à déposer. Et donc un seul vœu. Et un seul vœu. Alpha, cette école, un seul vœu. Donc vous recrutez sur le portail APB, comme la plupart de certains autres concours. Il y a une question justement qui concerne ce concours APB. La jeune fille nous dit dois-je attendre de passer le concours avant de classer mes vœux sur APB? Il s'agit de Johanna. Oui, alors elle peut classer ses vœux dès maintenant et elle peut changer d'avis jusqu'au 31 mai. Donc qu'elle s'inscrive aux écoles qu'elle souhaite rencontrer, ou qu'elle souhaite postuler pour l'année prochaine, elle peut les classer dès maintenant et jusqu'au 31 mai, elle a le temps de le faire. Oui, on va surtout la rassurer, cette jeune fille, et lui dire que jamais une école ne verra le numéro du vœu qu'elle avait fait pour l'intégrer. Donc ça, c'est vraiment une garantie de déontologie d'APB, parce qu'il serait évidemment dommageable, un directeur ou un directeur des études, d'accueillir sa nouvelle promo en disant « Parmi vous, je sais que vous êtes 80% à avoir mis en vœu 1 et je vous aime d'avance beaucoup, et puis vous êtes quelques-uns, là, égarés, qui m'aviez mis en 2 ou 3, et donc pour cela, ma foi, on voit déjà qu'il y a problème. » Donc ça, vraiment que cette jeune fille soit tranquille et qu'elle fasse son exercice de classement. Donc moi, je crois beaucoup à l'exercice régulier du classement, travail par pair, vérification qu'elle a mis les choses de manière optimum et tranquillité par rapport à l'image que cela pourrait renvoyer d'elle dans l'école qu'elle intégrera. Ce sera de toute façon un choix de l'école vers elle et d'elle vers l'école. En d'autres termes, rassurons cet internaute qui n'a pas encore déposé son dossier parce que ses enseignants n'ont pas encore reporté leurs appréciations. C'est pas parce que son dossier arrivera en dernier qu'il sera traité en dernier. Ah non, pas du tout. Elle a jusqu'au 20 mars, il n'y a pas de premier arrivé, premier servi. Hein. C'est jusqu'au 20 mars, elle peut déposer son dossier, elle peut valider sa candidature sur APB. Et ensuite, le processus est sur la même temporalité pour tous les candidats. Et il n'y a pas de notion de premier arrivé, premier servi. Enfin, on lui conseille quand même de ne pas se mettre à valider le 20 mars à 19h, hein, parce que les serveurs, malgré le fait qu'on ait 4 écoles du numérique, parfois un serveur peut être surchargé et ça peut être assez harassant de valider une candidature. Donc on lui conseille quand même de faire son travail peut-être à moins 8 jours. Pour ceux qui n'ont pas encore fait leur choix, techniquement, comment ça se passe? On prend le concours Alpha, un seul vœu sur APB. Ensuite, comment classer les écoles, identifier les écoles sur APB? Alors déjà, pour identifier le concours Alpha, il faut rentrer par une école sur le portail APB. C'est-à-dire que je prends le BI, je les ai rencontrés à une journée porte ouverte, ils m'ont dit pour rentrer à l'EBI, il faut postuler par le concours Alpha. Le candidat se positionne sur le BI, sur le portail APB, et à partir de là, il a la possibilité de classer les 7 écoles du concours Alpha. La candidature doit être validée au 20 mars, doit être finalisée au 20 mars et validée le 2 avril, mais il a jusqu'au 31 mai pour pouvoir classer toutes les écoles du concours Alpha, même s'il n'a candidaté qu'à l'EBI. Au sein d'APB, la candidature se dépose, l'acte de candidature et l'acte de classement des vœux sont 2 positions différentes et le candidat peut ajouter ou même retirer des écoles jusqu'au 31 mai. Enfin, nous, on encourage beaucoup les candidats alpha à faire plusieurs candidatures au sein des écoles alpha, puisque de toute façon, ça ne leur mange qu'un seul vœu, et que ça laisse justement toute la possibilité de leur développement et des rencontres qui vont se faire pratiquement jusqu'à la Noël de l'année prochaine dans les différentes configurations et pour pouvoir éventuellement bénéficier de cette passerelle mosaïque. Et donc il y a parfois des cheminements très, très étranges. J'ai rencontré au Salon de Lyon un jeune homme qui était intéressé par le BI et en continuant de discuter avec sa famille, j'ai su que dans le fond, la découverte des écoles alpha l'avait positionné plus sur le génie civil. Et donc, c'est un parcours de découverte de tous les métiers d'ingénieur qu'il a fait en s'intéressant aux écoles alpha. Et ça, c'est une formidable
possibilités beaucoup plus intéressantes qu'un regroupement d'écoles concurrentes ou qui se ressemblent au sein d'un même concours où tout le monde cherche la même chose. Là, nous, on cherche à ce que le jeune sache ce qu'il a envie d'étudier et d'apporter. Et on est sûr que ce sera bien. Camille rentre un petit peu dans la technicité et vous demande de l'aider dans son choix. Voilà, elle veut faire 3IL, école du concours Alpha, mais son prof de maths lui dit qu'elle a le niveau pour passer un autre concours, post-bac. Comment l'aider dans son choix, puisque 3IL, manifestement, est une école qui est non loin de chez elle, donc qui est géographiquement située non loin de chez elle. Bah déjà qu'il faut qu'elle postule le concours Alpha pour pouvoir prétendre à 3IL, qu'elle rencontre 3IL, savoir si ça lui plaît. Moi, je pense que le plus important, c'est de choisir la formation qui nous plaît. Hein, il n'est pas question de pouvoir classer comme ça les concours par notoriété, notoriété qui est souvent fabriquée d'ailleurs par des communicants. Ce qu'elle doit faire, c'est faire un choix sur son projet de carrière, son projet d'avenir, son projet de vie aussi. Vous parliez de raisons géographiques. Je comprends tout à fait qu'elle souhaite aller dans une école proche de chez elle, qu'elle postule à l'école et qu'elle rentre dans tout le process de candidature de 3IL. Il lui reste encore du temps pour choisir. Oui, puis qu'elle se fasse plaisir, parce que dans le fond, ces concours, ça l'entraîne. Voilà, il y a des belles épreuves. On se donne tous de la peine pour proposer des belles épreuves aux candidats, ce qui les entraîne assez élégamment pour leur bac. Donc, elle se fasse plaisir. Et ça lui fera des exercices complémentaires, et c'est une bonne chose. Mais l'équation personnelle dans les études est capitale. Dans un endroit où vous vous sentez mal, où vous avez l'impression que vous n'avez rien à dire aux autres élèves, votre parcours personnel ne peut pas être un parcours d'excellence. Donc qu'elle regarde ça, puis peut-être qu'elle aille voir aussi 3IL en dehors des journées portes ouvertes, si elle a envie de dire des choses aux élèves, ou si elle se sent très loin d'eux, elle va tout de suite le savoir. Ça, c'est un bon conseil. C'est bien de nous voir aussi au naturel. Autre question qui est assez récurrente sur comment bien gérer son concours, le coût du concours aussi, le calendrier des concours, et une autre question qui rassemble plusieurs, combien d'écoles faut-il présenter pour espérer en décrocher une? Bon, alors on va dire coût des concours. Ce qui coûte cher dans les concours, c'est quand on se met à acheter des sessions de révision et de bachotage. C'est ça ce qui coûte cher dans les concours, et donc nous on le déconseille très fortement. On préfère que nos élèves aillent et fassent confiance à leurs professeurs dans leur lycée et qu'ils fassent du travail au quotidien, et puis qu'ils apprennent quand même à lire pour les épreuves et les QCM. Je crois que ça c'est quand même important. Donc on va s'astreindre au niveau de Alpha, et bien d'autres concours le font aussi, à ne pas faire des formulations de réponses QCM qui soient piégeantes par la manière dont elles sont rédigées. Voilà, on va essayer que ce soit le plus clair possible pour que le candidat ne soit pas piégé par sa lecture d'une double négation, par exemple. Donc ça, c'est le premier conseil qu'on peut donner. Ensuite, sur la question de l'optimisation budgétaire, je crois que la plupart de ces concours sur lesquels il y a un paiement mènent à des écoles qui sont elles-mêmes avec des frais de scolarité et des droits de scolarité. Ma foi, c'est un début d'entrée dans ce monde-là, sachant que si on fait une classe préparatoire, là, les tarifs pour présenter les concours post-classe préparatoire n'ont aucune commune mesure avec le budget quand bien même on choisirait tous les concours post-bac. On est bien moins cher que dans les concours de classe préparatoire. Donc c'est vraiment un budget qui est très inférieur, 3 fois inférieur. Qui est de l'ordre de... Alors j'ai aussi une question d'un internaute, qui nous dit, qui a manifestement bien lu les modalités de recrutement, qui nous dit que les boursiers ne payent que 30 € remboursables. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que beaucoup de concours affichent une gratuité pour les boursiers. Alors quel est le prix global du concours pour les non-boursiers? Et ensuite, est-ce que vous pouvez répondre à la question de cet internaute?
Alors, le prix du concours pour les non-boursiers dépend de l'origine des candidats. Les candidats qui sont dans une terminale scientifique, du fait qu'ils peuvent prétendre à toutes les écoles du concours Alpha, payent 90 €. Et c'est aussi un nombre de places derrière qui est beaucoup plus important. Les candidats qui sont en terminale technologique, d'ailleurs quelle que soit la terminale technologique, STI 2D, STL, STAV, ne payent que 60 €, puisque le nombre de places est plus limité. Et les candidats boursiers payent en effet 30 €. Et voilà, ils avancent 30 €. Ils avancent 30 € parce qu'on ne veut pas non plus avoir un concours avec énormément de faux candidats, de gens qui nous choisissent. Derrière nous aussi, les écoles engagent des corrections, engagent du temps pour les candidats. On est un concours où on prend le temps pour chaque candidat puisqu'on les rencontre tous, sans exception, individuellement. Donc c'est bien le contrat qu'on a avec le boursier, avec l'élève boursier, c'est on te met, tu participes en fait, tu prends un acte d'engagement à venir au concours, et si tu respectes cet engagement-là, on te rembourse. Oui, je pense que notre idée est vraiment de les voir, ces boursiers. Et de se dire que c'est très très important la question de l'entretien, parce qu'ils vont avoir des questions spécifiques aussi à nous adresser sur la manière de pouvoir financer leur école. Et donc c'est une garantie pour eux d'avoir cet accès à un entretien et à une écoute spécifique. Donc, mais bien évidemment, ils sont remboursés très, très rapidement dès que l'oral est passé pour au moins une des écoles. Donc c'est une avancée de trésorerie de 2 mois. Mais on sait que ça peut jouer dans un budget. On en est conscient. Vous l'avez évoqué, il y a des séries de bac. Toutes les écoles ne recrutent pas les mêmes séries de bac. Quelles sont les chances de réussite après un bac S, et également des bacs STI 2D et plus surprenamment des bacs ES qui peuvent entrer dans certaines des écoles du concours Alpha? La première chose qu'on peut dire, c'est halte à l'autocensure. Voilà, on ne se décide pas en fonction d'un pourcentage de réussite. Parce que si on dit alpha, c'est un candidat sur 3 intégrera une école, alors là on fait fuir tout le monde. Et l'élève va se dire, oh là là, si je suis pas dans le premier tiers de ma classe, c'est complètement fichu. C'est pas du tout la réalité de ce qui va se passer avec un concours qui donne entre 20 et 50% du poids des coefficients à l'oral. Et donc, sur les bacheliers technologiques, on est, suivant les établissements, avec une intégration qui va de 5% à un tiers de l'effectif de la première année. Donc, pour les écoles où c'est un tiers de l'effectif de la première année, la sélectivité elle est comparable à celle qu'on peut avoir sur un bachelier S. Et donc, le conseil qu'on peut donner aux bacheliers technologiques, c'est effectivement plutôt qu'ils soient dans le premier tiers de leur classe, Luc. Je pense que c'est plus cet aspect-là. Et dans le premier tiers, on va prendre la photo, là, dans les semaines qui viennent. Pas en moyenne dans le premier tiers depuis le début de la première. Parce qu'il y a aussi des gens qui se révèlent au fur et à mesure qu'on se rapproche du bac, ce qu'un concours permet de valoriser. Voilà. Rod nous demande, à l'inscription au concours, dois-je absolument passer les épreuves écrites? Est-ce que je peux ne pas avoir seulement une sélection sur dossier et éventuellement être convoqué d'office aux épreuves orales? Doit-on passer par l'épreuve de sélection écrite? Alors on a fait le choix de faire passer tous les candidats toutes les épreuves. Il n'y a pas de grands admissibles, il n'y a pas d'exonération, tous les candidats passent toutes les épreuves. Donc, il n'y a pas de sélection sur dossier. Alors, on va imaginer que Rod serait dans l'excellence. On va imaginer ça. Et on va lui dire, voilà, il a déjà une note de dossier qui va être dans l'excellence. Si nous le dispensions de l'écrit, par le jeu des coefficients, il se retrouverait avec le poids de son oral qui vaudrait, mettons, 50%, avec les aléas qu'il y a sur un entretien. Et puis le poids de son dossier qui vaudrait 50%. Et puis même dans certaines écoles, ce serait le dossier qui serait dominant.
On va permettre à Roth, qui est certainement aime se challenger par des épreuves écrites, on va lui permettre de bonifier sa note académique, parce que s'il réussit brillamment son concours, et on peut avoir 20 à ce concours, eh bien il va se retrouver avec sa part académique qui va cette fois-ci peser 60 à 70%, et lui garantir que même si son entretien est un petit peu léger ou difficile, il rentre. Donc, et puis ça lui fera un très bon entraînement. Et puis il sera comme ses camarades. Voilà, parce que dans une promo, s'il y en a qui ont passé et d'autres pas passé, les regards au jour de la rentrée ne sont pas les mêmes, les élèves, les uns sur les autres. Et on ne le souhaite pas dans nos établissements. Très rapidement, comment évaluez-vous les dossiers des candidats? Donnez-nous les ficelles. On regarde la note du candidat en première et terminale, enfin la moyenne du candidat, et surtout son positionnement par rapport à la moyenne de la classe. Et on prend aussi les notes des épreuves anticipées du baccalauréat. Voilà. Et sur les épreuves écrites, elles consistent en quoi? Parce que QCM, quand on est en terminale, on ne voit pas très bien ce que c'est. C'est un peu flou. Alors, le QCM est une épreuve, en effet, où la rédaction n'est pas demandée. Mais c'est une épreuve avec des exercices type des exercices qu'ils ont pu croiser en terminale, sauf que la réponse est dirigée sur 4 propositions de réponse et le candidat doit choisir l'une des réponses qu'il considère comme correcte. Voilà, il y a une seule réponse juste par jeu de questions. Donc voilà, il va avoir 4 propositions, il va dire A, B, C ou D, et puis il va se positionner en essayant d'avoir des formulations de réponses les plus claires et les moins piégeantes possibles. Rappelez-nous les épreuves, le contenu des épreuves écrites. Alors il y a une épreuve de 2 heures de mathématiques et de raisonnement logique qui consiste en l'analyse des potentialités du candidat à pouvoir analyser, à pouvoir, je dirais, effectuer un raisonnement type QI, quoi, en fait. Oui, un raisonnement solide. Solide. Logique. Voilà. Une épreuve de sciences et techniques dans laquelle le candidat devra se déterminer. Ce sont toutes les sciences expérimentales, la physique appliquée, la chimie et la biologie. Donc c'est une épreuve d'1 heure et demie. Et une épreuve de culture générale et d'anglais. L'anglais important dans les écoles d'ingénieurs. Je parle à un membre de la CTI, très important dans les études, pas tout à fait, et de culture générale, parce qu'un ingénieur, c'est un homme du monde, c'est quelqu'un qui s'ouvre sur le monde, qui travaille en équipe et qui a besoin d'ouvrir ses yeux, et donc on veut détecter aussi ce potentiel chez les candidats. Alors comment passer cette épreuve de connaissance générale et d'actualité? Est-ce qu'il faut lire la presse, se tenir informé de ce que le monde nous entoure? C'est un état d'esprit que l'on veut détecter là-dedans. Et je pense que c'est plus que des connaissances, c'est un état d'esprit. Voilà, un jeune qui est abonné à Sciences et Vie depuis 1 ou 2 ans et qui a regardé quelques éléments et qui lit une presse quotidienne, ne serait-ce qu'un journal gratuit ou accès aux actualités via le net, est tout à fait à même de répondre à des questions de culture générale. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir s'il met les choses en perspective. Si plutôt que d'aller chercher une question à nouveau piégeante et qui présenterait d'ailleurs un biais social. On va essayer de faire attention à ces éléments-là et d'avoir plutôt des éléments liés à l'actualité en général ou à la manière de la mettre en perspective quand on la délivre. Donc, mais peut-être que ça fait peur aux candidats. En tout cas, l'idée, c'est vraiment qu'ils vont être mis dans la situation d'avoir ce qu'on va appeler un input et de réagir dessus et de positionner un élément de réponse. Et donc ça préfigure ce qu'ils feront toute leur vie pendant 42 années et demie de carrière d'ingénieur, où ils vont recevoir toute la journée des inputs et devoir positionner des éléments de réponse ou d'orientation dessus, en faisant attention à la société, bien sûr. Une question d'Isabella, qui dit que concours commun suppose peut-être d'avoir des coefficients identiques, mais manifestement aucune des écoles n'applique les mêmes coefficients. Pourquoi ? Parce que la question de l'entretien est différente suivant
suivant les établissements, le poids de l'entretien et le poids qu'on a voulu y donner est différent et assez historique dans les établissements. Les établissements qui ont de longue date regardé le dossier et la confirmation par l'écrit du niveau du candidat et ont modulé cette note en fonction de ce qui se passait à l'entretien. Et puis d'autres établissements pour lesquels l'entretien est complètement déterminant parce que justement il va y avoir des spécificités dont on doit s'assurer, sinon on envoie le jeune dans éventuellement une ambiguïté. Par exemple, l'école qui a le plus fort coefficient sur l'oral, c'est les cités séquents qui met 50%. C'est pas tout à fait un hasard. On pourrait dire que c'est les métiers du BTP. Bon, alors c'est pas que du BTP. C'est vraiment de la construction, de l'éco-construction, toute une réflexion, tout un lien au paysage, tout un lien aussi au beau et à l'impact sur les gens. Et donc on va vouloir vérifier que la personne qui est là, elle a compris ce qu'était que ce métier du génie civil en règle générale et vérifier qu'il n'y a pas une ambiguïté avec l'architecture ou avec des aspects de mécanique de la construction pure. Donc, là, il y a des professionnels à cet entretien qui vont vérifier qu'on a un mini SITC déjà en cours de formation qui se trouve être présent. Et c'est 50% de la note. Et puis, il y a tous les étapes entre ce 20 et 50%. Donc, cette note-là, on y est très attaché. C'est pour ça que les entretiens ont lieu dans chacune des écoles. Ils ont lieu avec un dispositif éprouvé de caractérisation des aptitudes pour tel et tel établissement. Donc, c'est une garantie pour le jeune que si on lui dit oui, on a vérifié ça avec sa personnalité en live. Voilà. Avant de revenir à l'épreuve phare qui me semble être l'entretien pour les épreuves orales, l'ultime étape de cette phase de recrutement du concours Alpha, Philo nous demande, est-ce que les oraux se passent de la même manière dans toutes les écoles ? Non. Chaque école a sa propre approche et sa propre histoire dans la construction des épreuves orales. Chaque école construira du coup cette rencontre avec le candidat de manière différente. On ne va pas donner de préconisation sur la préparation de l'entretien. On va les aider un peu quand même. De manière générale, il y a les bons et les erreurs à ne pas commettre. Mais néanmoins, chaque école préparera l'entretien et auditera le candidat de manière différente. Bon, il y a que la durée qui est commune. C'est une vingtaine de minutes, voilà. Parfois on déborde, maximum 30. Et dans l'ensemble, on va passer en revue deux grands thèmes. Un premier thème, est-ce que on s'est bien compris sur le projet d'enseignement et des métiers de l'établissement ? Voilà. Donc, est-ce que le jeune a une vision de ce qui est préparé là, des choses qu'il aime, des choses qu'il aime moins ? Est-ce qu'il a réfléchi ? Donc, la vérification de son projet, est-ce qu'il a des éléments qui nous laissent à penser qu'il est mini EBI, mini EFRAY, mini SITC, mini SITPA et qu'il va bien s'intégrer dans le parcours qu'on propose ou est-ce qu'il va y avoir des incompatibilités ? Et puis le deuxième élément qui est aussi assez transversal et commun, ce sont les aspects de personnalité. Qu'est-ce qui est remarquable dans cette personne-là ou qu'est-ce qui nous semble inquiétant, voire rédhibitoire ? Est-ce qu'on se sent en harmonie avec ce jeune-là, et c'est là où les questions et l'approche peut être différente suivant les établissements, puisqu'on a effectivement des personnalités de candidats et d'ingénieurs qui peuvent être variées au sein d'Alpha. Donc on va s'assurer que l'école ne va pas opérer une transfusion incompatible avec la personnalité de notre candidat. Voilà, une transfusion, là les élèves ils ont tous vu pour la plupart les groupes sanguins, on voit bien ce que ça peut être. Bon, une école n'est jamais donneur universel, elle n'est jamais au moins, voilà. Donc, elle a sa personnalité, ses antigènes, et on va s'assurer que le jeune va recevoir cette formation dans quelque chose qui va le développer. Donc, c'est très très important pour nous ce moment-là.
Et pour conclure, dernière question, donnez-nous toutes les ficelles des jurys. Qu'est-ce qu'aime le jury? Qu'est-ce que déteste le jury? Quelles sont les erreurs justement à ne pas commettre lors des entretiens? Déjà, ce qu'aime le jury, c'est d'avoir un candidat qui s'est déjà renseigné sur l'école. On ne vient pas à un entretien, on ne vient pas rencontrer une école qu'on a postulée, dans laquelle on va peut-être passer 5 ans, sans avoir passé un minimum de temps à savoir les métiers qu'elle prépare, la formation, ses spécificités, etc. Donc c'est vrai que quand on vient dans un jury, il y a forcément des questions qui vont être sur les métiers, sur les carrières professionnelles et sur les études. Voilà, donc on débarque pas, quoi. Voilà. Voilà, on n'arrive pas là en débarquant en disant ah oui, vous, c'était qui déjà? Ah, le BI, ah oui, je vois pas bien, réexpliquez-moi ce que vous faites. Voilà, ça on n'aime pas. On n'aime pas non plus le jeune qui va, à chaque fois qu'il est dans une difficulté, va trouver des bonnes raisons qui ne sont jamais de lui. Voilà, donc il y a eu des mauvaises notes en maths parce qu'il avait un mauvais prof, il a pas fait du sport parce que un jour il s'est cassé le pied. Alors bon, bah il y a plein de sportifs qui ont même plus de pied, donc c'est pas un argument, quoi. Alors ça, on va pas aimer quand à chaque fois que c'est difficile, lui n'y est pour rien. Donc je crois que ça c'est assez net chez nous tous. Puis qu'est-ce qu'on va pas aimer? Qu'ils soient en retard, qu'ils soient impolis. Ou bien qu'il soit très 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 sûr de lui, un jeune de 18 ans très sûr de lui qui va sortir en disant j'ai cassé la baraque, j'ai fait un excellent entretien. Moi je demande aux parents de se méfier et de lui faire repréciser exactement comment il a cassé la baraque, parce que il a peut-être pas été si percutant que ça et très imbu de sa personne. Donc ça c'est les choses qu'on va pas trop aimer. Puis on va pas aimer l'étudiant qui dit ou l'élève qui dit j'aime tout, dans votre école j'aime tout. Ça, c'est pas crédible. Voilà, à l'EBI, on ne peut pas aimer à la fois l'environnement, l'alimentaire, la cosmétique, la pharma, le procédé, la qualification, ça, c'est pas crédible. Il y a des choses qu'on va sentir, des choses qu'on va pas aimer, puis des choses qui vont être un peu dans un entre-deux à découvrir. Donc, on va voir s'il y a eu cette réflexion. Et puis, le candidat exceptionnel, ben, c'est celui qui fait à la fois études et 3 petits points. Quelque chose qui lui tient à cœur. Et ce quelque chose qui lui tient à cœur, s'il a la gentillesse de nous le livrer, on va parfois se passionner avec lui pour autre chose que ce qu'il a fait dans son lycée. Moi, je suis toujours très inquiète quand un jeune n'a fait que ses études et quand on lui demande ce qu'il y a à côté, il n'y a rien. Ça m'inquiète beaucoup. Parce que ça veut dire que quand on va passer à vitesse supérieure de la prépa intégrée et du cycle ingénieur, tout étant déjà sacrifié, je vois pas bien où on va aller, où on va se développer. Donc l'entretien, on ira sur qu'est-ce qui vous passionne, et ce qui vous passionne pour de vrai. Si c'est d'ailleurs faire du jeu en réseau et avoir un pseudo qui est Trinity, on va prendre pour l'exemple pour une fille, volontairement, et mettre la pâtée à tout le monde sous le vocable Trinity, eh ben nous, on trouve ça formidable. Voilà, même si d'habitude on le cache et que les parents sont très inquiets, ou si on a monté le club de Rubik's Cube dans son lycée et que on a emmené 50 personnes à se challenger et à faire des Rubik's Cube, ça peut sembler comme ça un petit peu obsessionnel, mais nous on va trouver ça un petit peu justement intéressant, intriguant, spécifique. Et sans doute qu'on aura envie d'avoir cette personne au sein de l'école pour poursuivre la conversation autour du Rubik's Cube et s'y remettre. Justement, il est temps de poursuivre. Vous retrouvez toutes les informations, on retrouve toutes les informations sur le site du concours, je suppose. Rappelez-nous. www.concours-alpha.fr. En tout cas, il me reste à vous remercier, vous, internautes, d'avoir assisté à ce live sur le concours Alpha, donc les écoles d'ingénieurs, les 7 écoles d'ingénieurs post-bac. Merci Florence Dufour, merci Luc Delaporte, merci. Et à très vite sur un prochain live Studyrama TV.